Être pauvre coûte plus cher qu'être riche. Ça semble fou, non? Pourtant, c'est la réalité. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 pièges invisibles qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Et comment les éviter? Reste jusqu'à la fin, parce que le point numéro 7 est probablement celui qui te concerne le plus, même si tu ne le sais pas encore. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines personnes travaillent 60 heures par semaine et restent pauvres, alors que d'autres semblent s'enrichir sans effort? La réponse va te surprendre. Ce n'est pas une question de paresse ou de malchance. C'est un système, un cycle qui se répète de génération en génération. Aujourd'hui, je vais décortiquer ce système pour toi. Et attention, je te préviens, certaines vérités vont piquer. Mais si tu veux vraiment changer ta situation financière, tu dois d'abord comprendre ces mécanismes. Allez, accroche-toi, on plonge dans le vif du sujet. Le manque d'éducation financière dès l'enfance. Imagine que je te mette dans une voiture et que je te dise « Conduis jusqu'à Paris ». Mais il y a un problème. Personne ne t'a jamais appris à conduire. Tu ne sais même pas où est l'accélérateur. Terrifiant, non? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec l'argent pour des millions de personnes. On leur donne un salaire, mais personne ne leur a jamais expliqué les règles du jeu. Prenons Marie, 25 ans. Elle vient de décrocher son premier vrai job. 1500 € sur son compte. Elle est super contente. Mais voilà le problème. Dans sa famille, on n'a jamais parlé d'argent. C'était tabou. Alors Marie fait ce qu'elle a toujours vu faire. Elle dépense tout ce qu'elle gagne. Nouvel iPhone? Allez, hop! Resto avec les copains tous les week-ends? Pourquoi pas? Un mois plus tard, catastrophe. Sa voiture tombe en panne. Réparation. 600 €. Marie panique. Elle n'a rien de côté. Zéro. Elle est obligée de prendre un crédit rapide avec des taux d'intérêt de dingue. Tu vois le piège? Si seulement quelqu'un lui avait appris, ne serait-ce qu'une seule règle toute simple. Mets de côté au moins 10% de ce que tu gagnes. Elle aurait eu 150 € par mois. En 4 mois, 600 €. Problème résolu, sans dette. Mais voilà, cette éducation financière, elle ne l'a jamais reçue. Et ce n'est pas de sa faute. Ses parents ne l'ont jamais reçue non plus. C'est comme ça que le cycle continue. Ce qui nous amène directement au deuxième piège, encore plus sournois. La mentalité de consommation immédiate. Notre cerveau est câblé pour adorer les récompenses instantanées. C'est la science. Quand tu manges du chocolat, boum, ton cerveau libère de la dopamine. Quand tu achètes quelque chose de nouveau, pareil. C'est addictif. Le problème? Les riches ont appris à contrôler cette impulsion. Les pauvres, souvent, non. Et encore une fois, ce n'est pas de leur faute. C'est juste qu'on ne leur a jamais montré une autre façon de penser. Thomas, 28 ans, 2000 € par mois. Il scrolle sur Instagram et voit une pub pour la nouvelle PlayStation 5. 500 €. Son cerveau s'emballe. J'ai envie, je la mérite. J'ai bossé dur ce mois-ci. 2 clics plus tard, c'est commandé sur sa carte de crédit. Maintenant, mets-toi dans la tête d'un riche. Il voit la même pub. Il pense différemment. 500 €, si je mets ça dans un investissement à 8% par an pendant 10 ans, ça me fera 1080 €. Pour une console qui vaudra 50 € dans 3 ans? Non merci. Tu remarques la différence? Ce n'est pas que le riche ne veut pas la PlayStation. C'est qu'il a été programmé différemment. Il pense en termes d'opportunité. Chaque euro dépensé est un euro qui ne peut plus travailler pour lui. Et tiens-toi bien, parce que ça va te choquer. Cette différence de mentalité ne vient pas du niveau de revenu. Elle vient de l'éducation reçue. Ce qui explique pourquoi certains gagnants de loto redeviennent pauvres en quelques années. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus injuste qui se passe. Le coût élevé de la pauvreté. Prêt pour une vérité qui va te mettre en colère?
Être pauvre coûte plus cher qu'être riche. Oui, tu as bien entendu. Plus tu es pauvre, plus tu payes cher pour les mêmes choses. Je sais, ça semble absurde, mais laisse-moi te prouver ça avec des exemples concrets qui vont te faire halluciner. Les frais bancaires, tu as moins de 1 000 € sur ton compte? Ta banque te prélève 5 € par mois de frais de tenue de compte. Sur un an, ça fait 60 €. Ton voisin riche avec 10 000 € sur son compte? Lui, il paye zéro. Mieux encore, la banque lui donne des intérêts. C'est fou, non? Acheter en gros impossible. Va au supermarché. Un pack de 4 rouleaux de papier toilette coûte 3 €. Un pack de 24 rouleaux coûte 15 €. Fais le calcul. Le petit pack, 0,75 € par rouleau. Le gros pack, 0,62 € par rouleau. La famille pauvre qui ne peut acheter que le petit pack paye 21% plus cher. Multiplie ça par tous les produits du quotidien, sur toute une année. C'est des centaines d'euros de perdus juste parce qu'on n'a pas le capital pour acheter en gros. Les crédits de survie, besoin urgent de 200 € pour réparer ton frigo? Le riche appelle sa banque, emprunte à 3% d'intérêt. Le pauvre, lui, n'a pas accès à ce crédit. Il doit aller chez un prêteur rapide. Résultat? 50 € d'intérêt. C'est 25%. 8 fois plus cher. Tu comprends maintenant? La pauvreté, c'est comme courir un marathon avec des chaussures trouées et un sac de 20 kilos sur le dos, pendant que les riches ont des baskets de running et boivent des boissons énergétiques. Et ça empire, parce qu'il y a un autre facteur qui bloque complètement les opportunités. L'absence d'accès au capital et aux opportunités. L'argent attire l'argent. Tu as déjà entendu ça, non? Eh bien, ce n'est pas juste une expression, c'est une réalité mathématique et cruelle. Pour gagner de l'argent, il faut d'abord avoir de l'argent. C'est le grand paradoxe de la richesse. Et c'est ce qui maintient les pauvres au sol, même quand ils ont du talent et des idées géniales. Antoine, 30 ans, est un génie de la réparation de téléphone. Il peut réparer n'importe quel modèle, les yeux fermés. Il rêve d'ouvrir son propre atelier. Il a fait tous les calculs. Avec 3 000 €, il peut acheter les outils professionnels et un petit stock de pièces détachées. En un an, il pourrait gagner 30 000 €. Problème, il n'a pas 3 000 €. Il va voir sa banque. Refus. Pourquoi? Historique de crédit insuffisant. Pas d'apport personnel. Trop risqué. La porte se ferme. Maintenant, regarde Julien. Même âge, même compétences. Mais lui, ses parents peuvent lui prêter 5 000 €. Il lance son business. 2 ans plus tard, il a gagné 60 000 € et il rembourse ses parents. Il est lancé. Même talent. Même travail. Résultat totalement différent. Pourquoi? Le capital de départ. C'est comme un jeu de Monopoly, où certains joueurs commencent avec 10 propriétés et d'autres avec 0. Qui va gagner à ton avis? Les riches appellent ça « faire travailler son argent ». Les pauvres n'ont pas d'argent à faire travailler. Ils doivent travailler eux-mêmes, pour toujours, sans jamais pouvoir monter d'un cran. Et ce manque constant de capital crée un autre problème terrible. Le stress financier chronique. Ferme les yeux une seconde. Imagine que tu dois passer l'examen le plus important de ta vie. De ça dépend ton avenir. Mais pendant que tu passes cet examen, quelqu'un hurle dans tes oreilles avec un mégaphone. Toutes les 30 secondes. Sans arrêt. Tu pourrais te concentrer? Évidemment que non. Eh bien, c'est exactement ce que vivent des millions de personnes. Tous les jours. Ce mégaphone, c'est le stress financier. Et il détruit littéralement leur capacité à penser clairement. Sophie, 35 ans, mère célibataire de 2 enfants. Elle travaille 50 heures par semaine comme aide-soignante. C'est le 20e du mois, et il lui reste 50 € jusqu'au prochain salaire. Son fils a besoin de nouvelles chaussures pour l'école, les siennes sont trouées
et les autres enfants se moquent de lui. Sophie ne dort plus. Elle se réveille à 3 heures du matin en sueur. Comment elle va faire? Elle calcule, recalcule. Elle saute des repas pour économiser. Au travail, elle est épuisée. Elle fait des erreurs. Son chef la convoque. Elle risque un avertissement. Entre-temps, elle a oublié de payer une facture d'électricité. 30 € de frais de retard. Ces 30 €, c'est presque une journée de salaire qui part en fumée. Pour une erreur causée par le stress de ne pas avoir d'argent. Des scientifiques ont fait des études là-dessus. Le stress financier chronique fait perdre l'équivalent de 13 points de QI. C'est comme si Sophie devait vivre sa vie avec le cerveau d'une autre personne, moins performant. Elle n'est pas stupide. Elle est épuisée. Son cerveau est en mode survie 24 heures sur 24. Impossible de penser stratégie long terme quand tu ne sais pas si tu pourras nourrir tes enfants la semaine prochaine. Et ce stress est alimenté par quelque chose de plus profond encore. Les croyances limitantes sur l'argent. Voici la partie la plus dingue de toute cette histoire. Parfois, ce ne sont pas les circonstances qui nous maintiennent pauvres. C'est notre propre cerveau, nos propres croyances, des phrases qu'on a entendues des milliers de fois, enfant, et qui sont devenues notre réalité. Laisse-moi te donner quelques exemples de ces croyances toxiques. L'argent ne fait pas le bonheur. Les riches sont des voleurs. L'argent, c'est sale, c'est mal. Dans notre famille, on a toujours été pauvre. Je ne suis pas intelligent. Je ne serai jamais riche. Karim, 32 ans. Son père était ouvrier. Toute son enfance, il a entendu. Les patrons, ce sont des exploiteurs. Les riches volent les pauvres. L'argent corrompt les gens. Maintenant, Karim est adulte. Il bosse dur. Son chef lui propose une promotion. Plus de responsabilités, 500 € de plus par mois. Devine quoi? Karim refuse. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il a peur. Peur de devenir comme ces riches qu'on déteste. Peur de trahir ses origines. C'est de l'auto-sabotage inconscient. Son cerveau le protège de devenir quelqu'un que son éducation lui a appris à mépriser. Ou prenons Leïla. Elle a lancé un petit business de pâtisserie. Ça marche bien. Elle pourrait augmenter ses prix de 20% et être alignée avec le marché. Mais elle se dit « Non, ce serait abuser des gens ». Résultat, elle gagne à peine de quoi survivre, alors que ses concurrents prospèrent. Ses croyances sont comme des chaînes invisibles. Tu ne peux pas les voir, mais elles t'empêchent d'avancer. Et le pire, on ne se rend même pas compte qu'on les a. Pour devenir riche, il faut d'abord se donner la permission mentale de devenir riche. Croire qu'on le mérite. Que ce n'est pas mal. Que ce n'est pas une trahison. Et ces croyances poussent les gens vers des décisions catastrophiques, comme le prochain piège. Le cercle vicieux des dettes à taux d'intérêt élevé. On arrive au point numéro 7, celui que je t'ai promis au début. Et crois-moi, celui-là, il concerne probablement quelqu'un que tu connais. Peut-être même toi. Les dettes à intérêts élevés, c'est comme des sables mouvants financiers. Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Et le pire, on te fait croire que c'est une solution, alors que c'est un piège mortel. Lisa entre dans un magasin de meubles. Elle a besoin d'un canapé. 1000 €. Elle n'a pas cette somme. Mais la vendeuse lui dit, avec un grand sourire, « Pas de problème. Vous pouvez le payer en 24 fois seulement 50 € par mois. » 50 € par mois? Ça a l'air gérable. Lisa signe. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'avec les intérêts à 12%, elle va payer 1200 € au total. Elle vient de jeter 200 € par la fenêtre. Mais ça ne s'arrête pas là. Le mois suivant, une télé. 600 €. Allez, encore 30 € par mois, c'est rien. Puis un frigo. Puis un ordinateur. Puis un téléphone. 6 mois plus tard, Lisa a 6 crédits différents.
Elle paye 300 € par mois pour des choses qu'elle a déjà chez elle. Ces 300 € ne construisent rien. Ils évaporent. Pouf! Maintenant, fais le calcul inverse. Si Lisa avait mis ses 300 € de côté pendant 1 an, elle aurait eu 3 600 €. De quoi acheter cash le canapé, la télé et le frigo, sans perdre un centime en intérêt. Mieux encore, avec 3 600 €, elle pourrait investir, créer un business, avoir un coussin de sécurité. Tu vois la différence? Les riches utilisent la dette pour acheter des actifs, des choses qui rapportent de l'argent. Les pauvres utilisent la dette pour acheter des passifs, des choses qui perdent de la valeur. Une voiture achetée à crédit, elle perd 20% de sa valeur dès que tu sors du garage. Un appartement acheté à crédit pour le louer, il te rapporte 500 € par mois. Les dettes ne sont pas le problème en soi. C'est comment on les utilise qui fait toute la différence. Et pour sortir de ces pièges financiers, il faudrait du soutien, des conseils. Mais justement, le manque de réseau professionnel et social. Ce n'est pas ce que tu sais, c'est qui tu connais. Cette phrase te met peut-être mal à l'aise, parce qu'elle révèle une injustice profonde. Mais c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Les meilleures opportunités ne sont jamais sur les sites d'emploi. Elles circulent en privé, dans des cercles fermés. Des conversations autour d'un café. Des recommandations entre amis. Des « Tiens, je connais quelqu'un qui cherche exactement ça ». Si tu ne fais pas partie de ces cercles, tu ne sais même pas que ces opportunités existent. C'est comme jouer à un jeu dont tu ne connais pas toutes les règles. Mehdi, 26 ans, diplômé d'un BTS en commerce. Il envoie 150 CV. Personnalisés, bien écrits, parfait. Taux de réponse 3%. Aucune offre concrète. Il est découragé. Peut-être que je ne suis pas assez bon. Lucas, même âge, même diplôme, même compétences. Il envoie 10 CV. Pourquoi seulement 10? Parce que son oncle connaît un directeur commercial dans une grosse boîte. Un coup de fil. J'ai le neveu d'un ami qui cherche. Tu peux le recevoir? Une semaine plus tard, Lucas est embauché. Mehdi travaille dans un entrepôt à 1 400 € par mois. Lucas gagne 2 200 € par mois avec des primes. Même niveau. Résultat radicalement différent. Pourquoi? Le réseau. Et ça va plus loin encore. Les personnes riches échangent constamment des informations. Quelle banque a les meilleurs taux? Quel investissement est intéressant? Qui recrute? Quel quartier va se développer? Les personnes pauvres sont isolées. Leur réseau est composé d'autres personnes pauvres qui ont les mêmes infos limitées. C'est comme être dans une pièce sans fenêtre. Tu ne vois pas ce qui se passe dehors. Et sans ces informations, sans ces connexions, les gens compensent autrement, souvent de façon destructrice. Les dépenses émotionnelles. On arrive dans le territoire de la psychologie. Parce que oui, l'argent, ce n'est pas juste des chiffres, c'est hautement émotionnel. Pose-toi la question. Est-ce que tu as déjà acheté quelque chose, non pas parce que tu en avais besoin, mais parce que tu te sentais mal et que ça te faisait du bien? Ça s'appelle du shopping thérapie. Et c'est un piège mortel pour les finances. Exemple concret. Nadia, 29 ans, assistante administrative. Cette semaine a été l'enfer. Son chef l'a humiliée devant toute l'équipe. Elle se sent nulle, minuscule. En rentrant chez elle, elle a les larmes aux yeux. Elle passe devant une boutique de vêtements. Une jolie robe rouge en vitrine. 80 €. Beaucoup trop cher normalement. Mais là, dans cet état, elle entre. Elle l'achète. Sur le moment, elle se sent mieux. Je le mérite. J'ai eu une semaine horrible. C'est juste une robe. Le lendemain matin, la réalité frappe. Elle a toujours les mêmes problèmes au travail. Plus 80 € en moins sur son compte. Cette robe, elle ne la mettra jamais. Elle va rester dans le placard, avec les 15 autres achats impulsifs.
Ces 80 € représentent 8 heures de travail, 8 heures de sa vie, échangées contre un plaisir de 10 minutes. Les personnes riches ont appris à gérer leurs émotions autrement. Sport, méditation, thérapie, hobby créatif. Quand ils se sentent mal, ils ne courent pas au centre commercial. Les personnes pauvres, souvent, n'ont pas ces alternatives, ou ne les connaissent pas. Alors, elles utilisent l'argent comme un pansement émotionnel. Un pansement très cher qui ne guérit rien. C'est le « je passe une mauvaise journée, je m'achète un truc », multiplié par des centaines de fois par an. Ça fait des milliers d'euros qui partent en fumée. Et tout ça pourrait être évité avec une seule chose simple. L'absence de planification financière et d'objectifs clairs. On arrive au dernier point. Et c'est peut-être le plus important de tous, parce que sans ça, tous les autres points ne peuvent pas être résolus. Si tu pars en voyage sans carte, sans GPS, sans même savoir où tu veux aller, tu vas juste tourner en rond, peut-être toute ta vie. Avec l'argent, c'est exactement pareil. La plupart des gens n'ont aucune idée de où va leur argent, et encore moins d'où ils veulent aller financièrement. Fais le test. Demande à quelqu'un autour de toi « Combien tu as dépensé en nourriture le mois dernier ?» 9 fois sur 10. Réponse « je sais pas trop. » Beaucoup? Autre question. Combien tu veux avoir d'économies dans 5 ans? Silence. Regard vide. Sans objectif précis. Impossible d'avancer. C'est comme dire « je veux être en forme », mais sans jamais décider de faire du sport, de manger mieux ou de dormir suffisamment. Yacine, 27 ans, gagne 1800 € par mois. Chaque mois, il dépense tout. Il ne sait pas vraiment sur quoi. Ça part. Au bout de 5 ans, il a toujours 0 € de côté. Toujours locataire. Toujours stressé financièrement. Sarah, même âge, même salaire. Mais elle a un plan. Elle l'a écrit, année 1. Économiser 2000 € de fonds d'urgence, 167 € par mois. Année 2. Rembourser toutes mes dettes, 200 € par mois. Année 3 à 4. Économiser pour un apport immobilier, 300 € par mois, ça s'accole 7200 € en 2 ans. Année 5. Acheter mon premier appartement avec 10 000 € d'apport. Sarah suit son plan. Chaque euro dépensé, elle se demande « Est-ce que ça m'aide à atteindre mon objectif ? Un resto à 40 €? Elle pense « 40 €, c'est 5 jours vers mon appartement. Ça vaut le coup ?» Parfois oui, parfois non. Mais c'est un choix conscient, pas un automatisme. Au bout de 5 ans, Sarah a son appartement. Les 700 € de loyer qu'elle payait? Maintenant, c'est 700 € qui construisent son patrimoine, pas celui du propriétaire. Yacine, lui, paye toujours 700 € de loyer à quelqu'un d'autre. Toujours zéro économie. Il se demande où sont passées les 5 dernières années. La différence? Un plan. Des objectifs clairs. Une vision. Les riches planifient sur 10, 20, 30 ans. Ils savent exactement où ils veulent être. Chaque décision financière est alignée avec cette vision. Les pauvres vivent au jour le jour, pas parce qu'ils sont inconscients, mais parce que personne ne leur a jamais dit qu'ils pouvaient planifier, qu'ils pouvaient avoir une vision, qu'ils méritaient un avenir meilleur. Voilà. Les 10 pièges qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Tu les connais maintenant. Et maintenant que tu les connais, tu as un super pouvoir. Tu peux les éviter. Écoute-moi bien, parce que c'est la partie la plus importante de cette vidéo. La pauvreté n'est pas une fatalité. Ce n'est pas génétique. Ce n'est pas une malédiction. C'est un système de croyances, d'habitudes et de circonstances. Et tout ça, c'est à peu changer. Je ne vais pas te mentir et te dire que c'est facile. Ça ne l'est pas. Sortir de la pauvreté, c'est comme escalader une montagne avec des poids aux chevilles. Mais c'est possible. Des millions de gens l'ont fait avant toi. Tu peux le faire aussi.
Commence petit aujourd'hui. Éduque-toi. Regarde des vidéos comme celle-ci. Lis des livres sur les finances personnelles. C'est gratuit. YouTube, ta bibliothèque municipale, tout est là. Commence à économiser. Même 10 € par mois. Ça a l'air ridicule? Ce n'est pas l'argent qui compte au début, c'est l'habitude. L'habitude de mettre de côté avant de dépenser. Pause de 24 heures. Avant tout achat de plus de 30 €, attends 24 heures. Si tu en as toujours envie le lendemain, ok. Souvent, l'envie sera passée. Trouve des mentors. Cherche des personnes qui ont réussi financièrement et qui viennent du même milieu que toi. Apprends d'eux. Écris tes objectifs. Prends 30 minutes ce week-end. Un papier, un stylo. Où tu veux être dans 1 an? 5 ans? Sois précis. Je veux 5 000 € d'économie dans 2 ans. Pas « je veux être riche ». La richesse, ce n'est pas rouler en Ferrari. La vraie richesse, c'est la liberté. La liberté de ne pas stresser quand une facture arrive. La liberté de choisir ton travail parce que tu l'aimes, pas parce que tu es désespéré. La liberté de dire non sans avoir peur de ne pas pouvoir payer ton loyer. Cette liberté, tu la mérites. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tes parents t'ont dit sur l'argent, peu importe combien de fois tu as échoué avant. Aujourd'hui, maintenant, en regardant cette vidéo, tu as fait le premier pas. Tu as investi dans ta propre éducation financière. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Si cette vidéo t'a aidé, vraiment aidé, fais 3 choses pour moi. Mets un like. Ça aide l'algorithme à montrer cette vidéo à d'autres personnes qui en ont besoin. Abonne-toi et active la cloche, parce que je vais continuer à créer du contenu pour t'aider à améliorer ta vie financière. Concrètement. Sans blabla. Partage cette vidéo. Tu connais quelqu'un qui galère financièrement? Envoie-lui. Ça pourrait changer sa vie. L'éducation financière devrait être enseignée à l'école, mais en attendant que le système change, on peut s'entraider. La prochaine vidéo, on va parler de comment créer son premier budget en 7 étapes simples, même si tu as 0 expérience, même si tu as l'impression que c'est trop compliqué pour toi. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ton argent, et rappelle-toi, tu vaux beaucoup plus que ce qu'il y a sur ton compte en banque. On se retrouve très bientôt. Salut!